Aujourd'hui, on va encore tourner en avance. Normalement, c'est Noël ou pas loin. Alors, un texte tout dédié, attention, pas forcément super drôle, mais sur Noël. On va revenir à un texte que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé une fois, qui à mon avis est incroyablement difficile. Je ne suis pas du tout sûre d'être la meilleure personne pour en parler, mais on va faire comme d'habitude, on y va pas à pas ensemble. Et ce texte, et on va couper au moins le son, si ce n'est les notifs. Tac, ça c'est parce que je viens de publier un texte. C'est un extrait de Bouvard et Pécuchet. On en avait vu un peu l'incipit ensemble, évidemment de Gustave Flaubert. C'est son dernier roman, publié de façon posthume. Moi, je l'ai dans l'édition folio classique de Claudine Gotteau-Mersch, qui me donne toute satisfaction pour ce que je peux en saisir. Moi qui ne suis pas flaubertienne, je suis une simple humaine. Et en fait, je me rappelais de quelque chose, et là je suis un peu en train de le reparcourir, alors à toute vitesse, parce que ce sont les vacances, donc c'est le rush, mais différemment, selon d'autres modalités, et qui sont tout aussi collectives et qui me dépassent, c'est la famille. Dans mon cas en tout cas, comme le montre aussi mon décor. En tout cas, ce que j'avais oublié, c'est que on est donc en plein dans le chapitre 8, qui est plus ou moins le chapitre de la métaphysique. Et on voit les deux bonshommes, les deux cloportes, toucher un peu de cela. Alors, on va y aller un peu. Moi, c'est vraiment un passage en particulier. Là, ça fait un peu trop de lecture, je vais vraiment fatiguer. Et puis, j'aimerais bien entrer dans les détails, mais là, on a des exposés un peu de Hegel, de Descartes, évidemment très rapides, etc. Allez, page 316. Et la morale dans tout cela? Ah, tant pis. Elle manque de base, effectivement, se dit Pécuchet. Et il demeura silencieux, acculé dans une impasse, conséquence des prémices qu'il avait lui-même posées. Ce fut une surprise, un écrasement. Bouvard ne croyait même plus à la matière. La certitude que rien n'existe, si déplorable qu'elle soit, n'en est pas moins une certitude. Peu de gens sont capables de la voir. Cette transcendance leur inspira de l'orgueil, et ils auraient voulu l'étaler. Une occasion s'offrit. Un matin, en allant acheter du tabac, ils virent un attroupement devant la porte de l'Anglois. On entourait la gondole de Falaise et il était question de Touache, un galérien qui vagabondait dans le pays. Le conducteur l'avait rencontré à la Croix-Verte, entre deux gendarmes, et les Chavignolets exhalèrent un soupir de délivrance. Girbal et le capitaine restèrent sur la place. Puis arriva le juge de paix, curieux d'avoir des renseignements, et M. Marescot en toque de velours et pantoufles de basane. L'Anglois les invita à honorer sa boutique de leur présence. Ils seraient là plus à leur aise, et, malgré les chalands et le bruit de la sonnette, ces messieurs continuèrent à discuter les forfaits de Touache. « Mon Dieu, dit Bouvard, il avait de mauvais instincts, voilà tout. On en triomphe par la vertu, répliqua le notaire. Mais si on n'a pas de vertu, et Bouvard nia positivement le libre arbitre. Cependant, dit le capitaine, je peux faire ce que je veux, je suis libre, par exemple, de remuer la jambe. Il faut donc lever le pied. Non, monsieur, car vous avez un motif pour la remuer. Le capitaine chercha une réponse, n'en trouva pas, mais Girbal décocha ce trait. Un républicain qui parle contre la liberté, c'est drôle. Histoire de rire, dit l'Anglois. Bouvard l'interpella. D'où vient que vous ne donnez pas votre fortune aux pauvres? L'épicier, d'un regard inquiet, parcourut toute sa boutique. Tiens, pas si bête, je la garde pour moi. Si vous étiez Saint Vincent de Paul, vous agiriez différemment puisque vous auriez son caractère. Vous obéissez au vôtre, donc vous n'êtes pas libre. C'est une chicane, répondit en chœur l'assemblée. Bouvard ne broncha pas et, désignant la balance sur le comptoir, elle se tiendra inerte tant qu'un des plateaux sera vide. De même, la volonté. Et l'oscillation de la balance entre deux poids qui semblent égaux figure le travail de notre esprit, quand il délibère sur les motifs, jusqu'au moment où le plus fort l'emporte, le détermine. Tout cela, dit Girbal, ne fait rien pour Touache, et ne l'empêche pas d'être un gaillard joliment vicieux.
Pécuchet prit la parole. Les vices sont les propriétés de la nature, comme les inondations, les tempêtes. Le notaire l'arrêta. Et, se haussant à chaque mot sur la pointe des orteils, « Je trouve votre système d'une immoralité complète. Il donne carrière à tous les débordements, excuse les crimes, innocente les coupables. » Parfaitement, dit Bouvard, le malheureux qui suit ses appétits est dans son droit, comme l'honnête homme qui écoute la raison. Ne défendez pas les monstres. Pourquoi, monstre? Quand il n'est un aveugle, un idiot, un homicide, cela nous paraît du désordre, comme si l'ordre nous était connu, comme si la nature agissait pour une fin. Alors vous contestez la providence? Oui, je la conteste. Voyez plutôt l'histoire, s'écria Pécuchet. Rappelez-vous les assassinats de rois, les massacres de peuples, les dissensions dans les familles, le chagrin des particuliers. Et en même temps, ajouta Bouvard, car ils s'excitaient l'un l'autre, cette providence soigne les petits oiseaux et fait repousser les pattes des écrevisses, spécial Noël. Encore, ce ne sont pas tout à fait des pattes, des écrevisses, ce sont des homards. Spécial David Foster Wallace. Ah, si vous entendez par providence une loi qui règle tout, je veux bien. Et encore. Cependant, monsieur, dit le notaire, il y a des principes. Qu'est-ce que vous me chantez? Une science d'après Condillac est d'autant meilleure qu'elle n'en a pas besoin. Ils ne font que résumer des connaissances acquises et nous reportent vers ces notions qui, précisément, sont discutables. Avez-vous, comme nous, poursuivit Pécuchet, scruté, fouillé les arcanes de la métaphysique? Il est vrai, messieurs, il est vrai. Et la société se dispersa. Mais Coulon, les tirant à l'écart, leur dit d'un ton paterne qu'ils n'étaient pas dévots certainement, et même ils détestaient les jésuites. Cependant, ils n'allaient pas si loin qu'eux. Oh non, bien sûr, et au coin de la place, ils passèrent devant le capitaine qui rallumait sa pipe en grommelant. Je fais pourtant ce que je veux, nom de Dieu. Bouvard et Pécuchet proférèrent en d'autres occasions leurs abominables paradoxes. Ils mettaient en doute la probité des hommes, la chasteté des femmes, l'intelligence du gouvernement, le bon sens du peuple, enfin, sapaient les bases. Fourreau s'en émut et les menaça de la prison s'ils continuaient de tels discours. L'évidence de leur supériorité blessait. Comme ils soutenaient des thèses immorales, ils devaient être immoraux. Des calomnies furent inventées. Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attristaient. Les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. En songeant à ce qu'on disait dans leur village et ce qu'il y avait jusqu'aux antipodes d'autres Coulons, d'autres Marescaux, d'autres Fourreaux, ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre. Ils ne sortaient plus, ne recevaient personne. Un après-midi, un dialogue s'éleva dans la cour entre Marcel et un monsieur avec un chapeau à large bord, avec des conserves noires. C'était l'académicien Larsonneur. Il ne fit pas sans observer un rideau entr'ouvert, des portes renfermées. Sa démarche était une tentative de raccommodement et il s'en alla, furieux, chargeant le domestique de dire à ses maîtres qu'il les regardait comme des goujats. Bouvard et Pécuchet ne s'en soucièrent. Le monde diminuait d'importance. Ils l'apercevaient comme dans un nuage, descendu de leur cerveau sur leurs prunelles. N'est-ce pas d'ailleurs une illusion, un mauvais rêve? Peut-être qu'en somme les prospérités et les malheurs s'équilibrent. Mais le bien de l'espèce ne console pas l'individu. Et que m'importent les autres, disait Pécuchet. Le bien de l'espèce ne console pas de l'individu, ça c'est Schopenhauer. Cette question de l'espèce qui vous fait agir malgré vous, les fameuses ruses de la nature. Son désespoir affligeait Bouvard. C'était lui qui l'avait poussé jusque-là, et le délabrement de leur domicile avivait leur chagrin par des irritations quotidiennes. Pour se remonter, il se faisait des raisonnements, se prescrivait des travaux, et retombait vite dans une paresse plus forte, dans un découragement profond. À la fin des repas, il restait les coudes sur la table à gémir d'un air lugubre. Marcel en écarquillait les yeux, puis retournait dans sa cuisine, où il s'empiffrait solitairement. Au milieu de l'été, ils reçurent un billet de faire-part annonçant le mariage de Doumouchel avec madame veuve Olympe Zulma-Poulet. Que Dieu le bénisse, et ils se rappelèrent le temps où ils étaient heureux. Pourquoi ne suivaient-ils plus les moissonneurs? Où étaient les jours qu'ils entraient dans les fermes, cherchant partout des antiquités? Rien maintenant n'occasionnerait ces heures si douces, qu'emplissait la distillerie ou la littérature.
Un abîme les en séparait. Quelque chose d'irrévocable était venu. Ils voulurent faire comme autrefois une promenade dans les champs, allèrent très loin, se perdirent. Le vent balançait les clochettes des avoines le long d'un pré, un ruisseau murmurait. Quand tout à coup une odeur infecte les arrêta, et ils virent sur des cailloux, entre des joncs, la charogne d'un chien. Les 4 membres étaient desséchés. Le rictus de la gueule découvrait sous des babines bleuâtres des crocs d'ivoire. À la place du ventre, c'était un amas de couleurs terreuses et qui semblait palpiter tant grouillait dessus la vermine. Elle s'agitait, frappée par le soleil sous le bourdonnement des mouches, dans cette intolérable odeur, une odeur féroce et comme dévorante. Cependant, Bouvard plissait le front, et des larmes mouillèrent ses yeux. Pécuchet dit stoïquement « Nous serons un jour comme ça ». L'idée de la mort les avait saisis. Ils en causèrent, en revenant. Après tout, elle n'existe pas. On s'en va dans la rosée, dans la brise, dans les étoiles. On devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines du plumage des oiseaux. On redonne à la nature ce qu'elle vous a prêté. Et le néant qui est devant nous n'a rien de plus affreux que le néant qui se trouve derrière. Il tâchait de l'imaginer, sous la forme d'une nuit intense, d'un trou sans fond, d'un évanouissement continu. N'importe quoi valait mieux que cette existence monotone, absurde et sans espoir. Ils récapitulèrent leurs besoins inassouvis. Bouvard avait toujours désiré des chevaux, des équipages, les grands crus de Bourgogne, et de belles femmes complaisantes dans une habitation splendide. L'ambition de Pécuchet était le savoir philosophique. Or, le plus vaste des problèmes, celui qui contient les autres, peut se résoudre en une minute. Quand donc arriverait-elle ? Autant tout de suite en finir. Comme tu voudras, dit Bouvard. Et ils examinèrent la question du suicide. Où est le mal de rejeter un fardeau qui vous écrase et de commettre une action ne nuisant à personne? Si elle offensait Dieu, aurions-nous ce pouvoir? Ce n'est pas une lâcheté, bien qu'on dise, et l'insolence est belle de bafouer, même à son détriment, ce que les hommes estiment le plus. Ils délibérèrent sur le genre de mort. Le poison fait souffrir. Pour s'égorger, il faut trop de courage. Avec l'asphyxie, on se rate souvent. Enfin, Pécuchet monta dans le grenier, 2 câbles, de la gymnastique. Puis, les ayant liés à la même traverse du toit, laissa pendre un nœud coulant, et avança dessous 2 chaises pour atteindre aux cordes. Ce moyen fut résolu. Il se demandait quelle impression cela causerait dans l'arrondissement, où irait ensuite leur bibliothèque, leur paperasse, leur collection. La pensée de la mort les faisait s'attendrir sur eux-mêmes. Cependant, ils ne lâchaient point leur projet et, à force d'en parler, s'y accoutumèrent. Le soir du 25 décembre, entre 10 et 11 heures, ils réfléchissaient dans le muséum habillés différemment. Bouvard portait une blouse sur son gilet de tricot et Pécuchet, depuis 3 mois, ne quittait plus la robe de moine, par économie. Comme ils avaient grand faim, car Marcel, sorti des lobes, n'avait pas reparu, Bouvard crut hygiénique de boire un carafon d'eau-de-vie et Pécuchet de prendre du thé. En soulevant la bouilloire, il répandit de l'eau sur le parquet. « Maladroit !» s'écria Bouvard. Puis, trouvant l'infusion médiocre, il voulut la renforcer par 2 cuillerées de plus. « Ce sera exécrable, dit Pécuchet. »« Pas du tout !» Et chacun tirant à soi la boîte, le plateau tomba, une des tasses fut brisée, la dernière du beau service en porcelaine. Bouvard pâlit. « Continue, saccage. Ne te gêne pas. »« Grand malheur, vraiment, oui, un malheur. Je la tenais de mon père. »« Naturel, ajouta Pécuchet en ricanant. Ah, tu m'insultes. Non, mais je te fatigue. Avoue-le. » Et Pécuchet fut pris de colère, ou plutôt de démence, Bouvard aussi. Ils criaient à la fois tous les deux, l'un irrité par la faim, l'autre par l'alcool. La gorge de Pécuchet n'émettait plus qu'un râle. « C'est infernal, une vie pareille. J'aime mieux la mort. Adieu. » Il prit le flambeau, tourna les talons, claqua la porte. Bouvard, au milieu des ténèbres, eut peine à l'ouvrir, courut derrière lui, arriva dans le grenier. La chandelle était par terre et Pécuchet, debout sur une des chaises avec le câble dans sa main. L'esprit d'imitation emporta Bouvard. « Attends-moi !» Et
Il montait sur l'autre chaise quand, s'arrêtant tout à coup, « Mais nous n'avons pas fait notre testament. Tiens, c'est juste. » Les sanglots gonflaient leur poitrine. Ils se mirent à la lucarne pour respirer. L'air était froid et des astres nombreux brillaient dans le ciel, noirs comme de l'encre. La blancheur de la neige qui couvrait la terre se perdait dans les brumes de l'horizon. Ils aperçurent de petites lumières à ras du sol et grandissant, se rapprochant, toutes allaient du côté de l'église. Une curiosité les y poussa. C'était la messe de minuit. Ces lumières provenaient des lanternes des bergers. Quelques-uns, sous le porche, secouaient leurs manteaux. Le serpent ronflait, l'encens fumait. Des vers, suspendus dans la longueur de la nef, dessinaient 3 couronnes de feux multicolores, et, au bout de la perspective des 2 côtés du tabernacle, les cierges géants dressaient des flammes rouges. Par-dessus les têtes de la foule et les capelines des femmes, au-delà des chantres, on distinguait le prêtre dans sa chasuble d'or. À sa voix aiguë répondaient les voix fortes des hommes en plissant le jubé, et la voûte de bois tremblait sur ses arceaux de pierre. Des images représentant le chemin de la croix décoraient les murs. Au milieu du chœur, devant l'autel, un agneau était couché, les pattes sous le ventre, les oreilles toutes droites. La tiède température leur procura un singulier bien-être. Et leurs pensées orageuses tout à l'heure se faisaient douces, comme des vagues qui s'apaisent. Ils écoutèrent l'évangile et le credo, observaient les mouvements du prêtre. Cependant, les vieux, les jeunes, les pauvresses en guenilles, les fermières en haut bonnet, les robustes gars à blond favoris, tous priaient, absorbés dans la même joie profonde. Et voyaient sur la paille d'une étable rayonner comme un soleil le corps de l'enfant Dieu. Cette foi des autres touchait Bouvard en dépit de sa raison, et Pécuchet, malgré la dureté de son cœur. Il y eut un silence. Tous les dos se courbèrent. Et, au tintement d'une clochette, le petit agneau bêla. L'hostie fut montée par le prêtre au bout de ses 2 bras le plus haut possible. Alors éclata un chant d'allégresse qui convient le monde au pied du roi des anges. Bouvard et Pécuchet involontairement s'y mêlèrent, et ils sentaient comme une aurore se lever dans leur âme. Et après, c'est la fin du chapitre 8. Ouf! Ça c'est Flaubert. Qu'est-ce qui se passe dans cet extrait? Alors là, évidemment, si on était en explication de texte ou de choses comme ça, ce serait évidemment beaucoup trop long. Et j'avais envie qu'on reprenne un peu tout ce qui se passe, et on va en parler plus précisément à partir de la question du suicide. C'est un moment où on passe de la métaphysique au suicide, comme s'il y avait, et il y a d'une certaine façon, une continuité, une causalité de l'un à l'autre, parce que finalement, la philosophie débouche sur la foi. Je pense que c'est du Renan. Ça. Qui a quelque chose de très très Renan derrière, mais qui en même temps n'est pas du tout Renan. Ce serait à explorer si on en avait le temps, en détail. Alors, Flaubert et Renan, il y a quand même des liens assez forts, et là je vous invite à aller voir la notice Renan que j'avais écrite pour le dictionnaire Flaubert, non pas celui de Classique Garnier, qui est très bien aussi, hein, mais celui d'Honoré Champion, sous la direction de ma directrice de thèse, Gisèle Ségingère. Vous imaginez bien qu'elle m'a demandé une notice sur Renan et Flaubert. Quand elle a dirigé ce dictionnaire, j'en étais parfaitement honorée, si je puis dire. Mais en tout cas, je m'étais beaucoup appliquée, ça avait été très dur à faire. Ce qui se passe finalement entre Renan et Flaubert ici, c'est la question de la foi, mais là où Flaubert ne fait pas exactement du Renan, c'est sur celle de ce doute, et d'un doute quand même assez profond, assez dur, assez ultime, assez massif. Un doute qui prend toute la place au point d'évacuer évidemment la vie. Le doute ici, il vient de cette sécheresse de la philosophie, c'est des choses qu'on trouve aussi chez Renan, mais pour ça Flaubert a vraiment pas besoin de Renan, c'est un topos du 19e siècle, et ce topos d'une philosophie qui va chasser la foi, l'opposition, etc., entre la philosophie, la foi, la morale, topos. Topos issu de Voltaire, topos, et dans Voltaire mal compris, hein, de la réception de Voltaire, ou de ce qu'on fait, ou de, on peut dire, de quoi Voltaire est-il l'emblème exactement, par exemple. Voilà.
Donc il y a ici une part évidemment donc oui, de clichés, mais Flaubert, c'est évidemment le très grand écrivain du cliché et du stéréotype. Et là, voilà, reprenant les clichés et les stéréotypes, donc après tout ce passage sur la métaphysique, la philosophie, et la philosophie qui va devenir de plus en plus abstraite et aride jusqu'au doute, et il ne va d'ailleurs pas jusqu'à égrener tous les philosophes du doute, mais enfin on les reconnaît à peu près, va donner les conséquences finalement tragiques sur cette question donc du sens de la vie et d'un sens de la vie qui en est absolument vidé, parce qu'en fait quand on enlève d'une certaine façon la métaphysique, eh bien moi je pense qu'il reste d'autres choses. Mais pour ma part, il n'y a pas de sens de l'histoire ni de la vie. Moi je suis vraiment une athée assez absolue, par exemple. Voilà. Et donc qu'est-ce qui peut rester quand plus rien n'a de sens? Moi le problème c'est que j'arrive pas à le donner ce sens, en tout cas pas par la foi, mais en tout cas c'est ce vide métaphysique qui va amener un vide ontologique, et en fait il peut y avoir hiatus. Mais là en fait tout le texte, enfin le cœur du texte qui m'intéressait le plus se construit sur deux hiatus. Ce hiatus entre la raison et la vie réelle, qui va amener un saut logique et une application on va dire physique de la métaphysique, et l'autre saut logique qui est celui, dira-t-on, de la révélation, de la foi, et qui va clore ce chapitre, clôturer, fermer ce chapitre 8. Et donc, on a cette parenthèse d'une absence de sens qui, finalement, débouche sur un autre cliché, qui est celui, donc, du sauvetage par la foi, avec cette chose incroyable et extrêmement flaubertienne on va raconter le stéréotype, mais on va arrêter de s'en moquer, et là on sent bien en plus que les deux cloportes deviennent proches de Flaubert, notamment par cette capacité à avoir la bêtise et à ne plus la supporter. Et on comprend que finalement ce n'est pas la seule absence de métaphysique ou de sens à la vie qui les heurte, mais que leur solitude s'entretient aussi de ce qu'ils voient chez les autres. Donc on voit ici de façon très subtile le chemin de la dépression, je n'ose dire du calvaire, et celui de la, non pas résurrection, mais en tout cas de la nouvelle naissance. Et là, on est en plein reborn du 19e, enfin, comme les reborn évangéliques, les nés à nouveau, quoi. Enfin, c'est cette idée d'être né à nouveau par la foi. Et ça donne des options métaphysiques assez complètes et denses. Enfin, des options... voilà. Il y a cette espèce de chemin en dialectique qui va clore le chapitre 8, et je crois que le fait que ce soit le 8e chapitre peut avoir un sens, mais là on va vraiment pas aller trop loin, mais parce que le 8, là moi il est marqué en chiffres romains, mais le 8 c'est le nombre de l'infini. Enfin, alors, voilà. En tout cas je trouve que la coïncidence est amusante ou troublante. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la philosophie qui va éraser jusqu'à ce vide absolu qui va se former, qui va se faire. Et ça c'est quelque chose d'absolument, d'une certaine façon, d'absolument terrifiant, de très dur, qui se noue comme ça ici dans le chapitre. On le reprend un peu plus près. Et qui s'achève sur, j'ai bien insisté sur la naissance, parce qu'il s'agit de Noël, et non pas de la résurrection, ce n'est pas Pâques. Et je trouve que ça, c'est une subtilité, alors qui va bien avec aussi, en fait, des questions, à mon avis, profondément esthétiques, avant peut-être d'être théologique ou religieuse. En tout cas, moi, je suis d'abord sensible à l'esthétique des lumières dans la nuit, et d'aller suivre des bergers réels qui vont montrer cette collectivité. Avec, ce truc presque zolien, tellement ça pourrait être caricatural, mais chez Flaubert ça passe, j'ai un peu de mal avec Zola, du corps de l'enfant Dieu. Voilà, autour de l'enfant, l'agneau qui bêle, etc., qui va montrer ce que le quotidien le plus banal a de stéréotypique, mais qui va fonctionner. Et qui peut marcher. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant chez Flaubert, c'est à quel point il arrive à briser véritablement le stéréotype pour en faire une chose bien plus... pour en montrer la vivacité. En fait, parfois on parle des métaphores vives pour dire que les métaphores vivent et meurent, notamment à partir de la métaphore vive de Paul Ricoeur, que je cite souvent sur cette chaîne, parce que c'est un livre qui a été vraiment structurant pour moi. Mais
je pense que Flaubert, c'est quelqu'un qui avait cette conscience-là. Alors, cette question de vie et de mort des symboles, comme des religions, c'est une question très 19e. Hein. C'est pas du tout récent au 20e. Quand Ricoeur écrit, ça se repense d'une autre façon, en fait. Mais finalement, le vitalisme de Ricard, il est assez 19e. Et Flaubert, c'est quelqu'un qui est quand même assez versé dans ces questions-là. Et même sur les questions de croyances ésotériques, et ça, enfin, c'est l'auteur de Salammbô. Et donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la foi ou de la reviviscence ou de la capacité du cliché à fonctionner. Alors que c'est un cliché. Et je crois que, sincèrement, il faut que j'en parle avec ma directrice de thèse, mais qu'il y a chez Flaubert cette volonté d'épingler, et on va épingler en taxidermiste, en collectionneur de papillons par exemple, l'épidoptériste à la Nabokov, il va y avoir cette capacité à épingler, à figer, ce qui est déjà figé, glacé, mort dans le cliché, dans la parole creuse qui circule, mais aussi à y repérer ce qui est vivant. Et donc il n'est pas que l'écrivain des stéréotypes ou des formes mortes, en fait, ou des formules comme ça mortes. On va reprendre un... Et ils examinèrent la question du suicide. Je suis page 322 de cette édition. Ça, c'est très Flaubert aussi, d'avoir la conjonction de coordination et en début de phrase, et même là, la phrase fait un paragraphe en entier, retour à la ligne, retour à la ligne. Le « et » en début de phrase, ça a des accents qu'on appelle vétérotestamentaires, issus de l'Ancien Testament, parce que ça correspond à la particule en hébreu biblique, as, qui souvent va permettre comme ça de sconder et qui est plus ou moins de choses, mais ça fait « et Elohim a dit, etc. » Bon là, moi je suis vraiment pas très forte là-dedans, mais on peut avoir ça. Ça a aussi pour fonction, ça va donner quelque chose qui va permettre une coupure temporelle tout en faisant une jonction. Le « et », c'est extrêmement précieux en tant que copule narrative à ce niveau-là, même si on n'est pas censé le mettre en début de phrase en grammaire stricte. Mais voilà, je vous donne déjà deux cas différents, Flaubert et la Bible, parce que le « et », voilà, il montre le changement, mais le lien dans le changement. Là, c'est même une conséquence, mais finalement, on est plus dans l'ordre de la corrélation ou de la succession, à un niveau plus temporel. Et ils examinèrent la question du suicide. On voit bien que là, il y a quelque chose qui défile, qui est vraiment de l'ordre d'une question à une autre. Et donc, on a fait la littérature, on a fait la médecine, la machin, etc. Et là, on passe à ça. Donc, on a encore ce défilé de choses et d'autres, qui est donc ainsi particulièrement précieux. Mais là, il va y avoir vraiment, comme on dit, un os, un hic. C'est que la question du suicide, elle entraîne avec elle la question de l'être. Alors, les deux cloportes, ils partent toujours. On a envie de dire en sucette, en cacahuète, en sortie de piste. Mais ils vont en permanence tirer les conséquences de ce qu'ils font, de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils éprouvent au sens vraiment expérimentin. Et donc, on s'attend au pire quand on passe à la question du suicide. Mais on comprend bien, notamment, la situation était déjà préparée par leur solitude et le sentiment de bêtise et l'idée de la mort. On sentait bien, ici, se préparer la dépression. Ou, pour le dire en langage 19e, la mélancolie. Et donc, ils en arrivent là, à cette question, donc, du quand, la mort. Question du quand, la mort, qui va amener celle de la mort volontaire. Et ça aussi, c'est très Renan. Alors, je ne sais plus les dates de Bouvard. Voilà, quand est-ce qu'il l'écrit. Il y a des idées de moi, mais où je suis vraiment... oui, je l'avais l'agrégation, je ne l'ai pas reprécisé. Le premier projet aurait été de 43. Il est mort en 80. J'essaie de réfléchir à la date de Caliban, mais je ne l'ai plus en tête. Le Caliban de Renan, qui lui réfléchit, alors pas exactement sur le suicide, mais sur la question de l'euthanasie. Et qui est le premier texte apparemment, qui serait le premier texte à citer l'euthanasie. Donc c'est assez extraordinaire. Caliban, Renan. Regardons comme ça rapidement la date. Là, j'ai un peu honte de ne pas la retrouver tout de suite.
Ils sont gentils, ils me disent que 78. Ouais, voilà. Est-ce qu'il a écrit avant, après, je sais pas, mais ça montre quand même aussi une question un peu d'époque, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, la suite des questions, on est dans le discours indirect, libre, hein, très flaubertien, où est le mal de rejeter un fardeau qui vous écrase, avec cela de particulier que Flaubert, un coup, va ménager de la distance, un coup, il va ménager une proximité. Et là, finalement, est-ce que le narrateur pense avec les personnages? On a une ligne paragraphe avant, une ligne paragraphe après, qui vont clôturer ce passage. Donc on voit bien qu'on est dans la tête des personnages, ou qu'on est dans ce qu'on appelle un discours narrativisé, c'est pas exactement ça. Si c'est ça, un discours narrativisé, on résume une conversation. Mais elle est résumée, non pas par Bouvard pensait que, ou il pensait que au pluriel, mais vraiment par ces phrases qui vont garder la ponctuation de l'oral, les points d'interrogation, etc., etc. Et avec presque un fait ou un effet plutôt de dialogue par le tiré semi-quadratin et l'insolence est belle, etc., qui va donner un décrochage dont on ne sait de qui il est. S'agit-il d'un dialogue? S'agit-il d'une réflexion du narrateur? En vrai, là, on ne sait pas. Donc on a quelque chose qui est à la fois clôturé et en même temps dont l'interprétation, plutôt dont la référence, est ouverte. Ils délibérèrent sur le genre de mort, idem, mais en plus court, et puis bon, ben là, voilà, on va avoir cette lisse, poison, égorgé, asphyxie, 1, 2, 3. Rapide. Et enfin, hop, petit récit d'action, le grenier qui amène au câble de la gymnastique. Et donc, comme ça, préparation absolument, j'allais dire tragique. Alors, on pourrait dire morbide, mais morbide, ça veut dire maladif, macabre, plutôt, de la présente, enfin, d'un gibet pour qu'ils se pendent eux-mêmes. Et voilà, qui est absolument voilà, difficile. Avec une conclusion, ce moyen fut résolu. À nouveau, une phrase paragraphe. Et à nouveau, hop, discours intérieur. Donc c'est très rythmé. Donc on a des actions, mais on voit à quel point la parole est action chez Flaubert. Et c'est logique, puisqu'on est chez un écrivain, en particulier chez Bouvard, qui réfléchit à cette vie et à cette mort des formules. Et donc ça, on l'a encore, bien sûr, dans le Sottisier, l'album de la Comtesse, etc. L'album de la Marquise, la Comtesse, c'est le Canard enchaîné. Il se demandait quelle impression cela causerait dans l'arrondissement, où irait ensuite, etc. Et donc, finalement, on a voilà, cette action qui est isolée, qui est singulative, et là, on va voir, voilà, ces discours, eh bien, ils vont être l'espèce de préparation mutuelle, et en fait, là, Flaubert nous raconte des habitudes. Et ces habitudes, c'est, on comprend que c'est pas juste une conversation, à force d'en parler, s'y accoutumèrent. Mais c'est raconté un peu de la même façon, ces itérations, ces discours singulatifs, ce qui nous permet d'aller plus vite, c'est un peu moins chiant à lire, globalement. Ça va rythmer. Non, mais ça a des effets très concrets. Hein. Je le dis de façon très brutale, mais c'est à ça que ça sert. Et en même temps, ça va nous faire comprendre vraiment à la fin du paragraphe qu'est-ce qui aurait pu être juste une conversation, mais résume plein de conversations. Et donc, nous résume aussi leur état mental. Et donc, à force d'en parler, s'y accoutumèrent. Avec cet effet donc très fin de Flaubert, de comprendre en quoi cette fameuse accoutumance, cette habitude, entretient. Et donc, eh bien, c'est un peu ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, mais ça ouvre le possible de le dire, et de le redire, et de le redire encore. Ça ménage impossible. Et on va avoir ensuite cette scène singulative sur Noël, le soir du 25 décembre, entre 10 et 11 heures. D'ailleurs, moi, il me semble que la messe de Noël, c'est plutôt le 24. Mais ça devait être moins senti. Après, moi, je suis vraiment pas une spécialiste des messes. Hein. Elle est parfois le de la messe. Ils réfléchissaient dans le muséum, donc là, on est chez eux, dans leur cabinet de curiosité, habillés différemment. Et donc, on a aussi leur présentation qui va, finalement, pas forcément les honorer, qui sera pas reprise, mais qui nous rend la scène particulièrement visuelle, ce qui nous y plonge. Voilà, donc la blouse sur son gilet de tricot, la robe de moine, et qui en même temps nous donne aussi, finalement, quelque chose d'eux,
par exemple, cette habitude depuis 3 mois. Et ça nous dit, encore une fois, cet état qui était dit dans les pages précédentes sur le fait qu'il n'allait plus dans la campagne, etc. Et on a là ensuite cette dispute. On apprend la sortie la disparition de Marcel, leur valet, et cette espèce de dispute très bizarre où l'un boit de l'eau de vie et l'autre du thé. Alors, on pourrait y voir une espèce de caricature de la bourgeoisie, mais je suis même pas sûre. Voilà. En tout cas, on est... quand on parle d'assistanat, là, on est en plein dedans. Ce sont des gens qui meurent de faim si leur valet disparaît. Moi, je trouve ça ridicule, mais c'est un avis. Alors, c'était plus dur de faire à manger au 19e siècle, avec le feu, machin, etc. Mais bon, quand même. Et donc, il y a cette espèce de scène comico-tragique, ridicule, grotesque, de la dispute autour donc, du service de porcelaine, de l'infusion. Tout est médiocre, tout est détruit, et ils sont... ils montent dans les tours, comme on dit. Et ils vont monter directement. Voilà. Et Pécuchet, pris de colère, ou plutôt de démence, alors j'ai enlevé tout le dialogue, qui montre leur dispute où chacun se dit embêter l'autre. Ils criaient à la fois tous les deux, l'un irrité par la faim, l'autre par l'alcool. La gorge des Pécuchet n'émettait plus qu'un râle. Donc là, on voit vraiment... Et la conclusion est dite de façon qui aurait pu être solennelle, mais qui finalement a quelque chose aussi de ce qu'on appelle le raptus, le moment où, hop, ça vous saisit d'un coup. Et je vais mettre quand même en description ce suicide et tout ça. Il prit le flambeau, tourna les talons, claqua la porte. Boum, 3. Et là, on n'a pas de juxtaposition. Par les virgules, ça va faire un effet beaucoup plus fort. Au niveau beaucoup plus... Parce que c'est beaucoup plus sec. On est presque chez Stendhal, là. Bouvard, au milieu des ténèbres. On voit bien sûr comment ces ténèbres sont polysémiques. Et bien sûr qu'il fait noir. Eut peine à l'ouvrir. Donc là, la porte, courut derrière lui, arriva dans le grenier. Donc, ils arrivent dans ce grenier, la chandelle était par terre. Et Pécuchet debout sur une des chaises avec le câble dans sa main. Donc là, on est vraiment dans un in extremis. Et voilà, l'esprit d'imitation emporta Bouvard, ce qui montre quand même pas une grande originalité. Mais enfin, attends-moi, et il montait sur l'autre chaise quand s'arrêtant tout à coup. Mais nous n'avons pas fait notre testament, tiens, c'est juste. Et donc, d'une façon qui est à peu près aussi brutale, aussi indéterminée, spontanée, brusque, inattendue, impromptue, ils vont se suicider et ils s'interrompent. Et de cette envie suicidaire découle l'auto-attendrissement qui va d'abord être, dans cette respiration, la vue du paysage. Page 324. L'air était froid et des astres nombreux brillaient dans le ciel, noir comme de l'encre. La blancheur de la neige qui couvrait la terre se perdait dans les brumes de l'horizon. Et là, on a quelque chose avec une petite comparaison, comme de l'encre, mais des effets déjà poétiques, par exemple les brumes de l'horizon. L'horizon, c'est quand même pas une zone géographique très définie. Et donc là, on a quelque chose donc, qui est très contrasté comme paysage, avec des lumières astrales en l'air, auxquelles vont répondre les lumières, les petites lumières à ras du sol, qui vont en fait servir de distraction, purement de distraction, qui les détourne de la voie choisie du suicide. Et c'est là que une curiosité les y poussa. On note bien sûr l'article indéfini. C'est presque un deus ex machina. C'est que cette curiosité. Et donc ils arrivent à la messe de minuit et qui montre ainsi, donc ces lumières provenaient des lanternes des bergers. Bon, les lanternes des bergers, c'est très concret. Mais évidemment que les bergers autour de Noël se préparent déjà le mysticisme final. Un peu comme si le cliché prenait vie. On a l'exact inverse dans les affinités électives de Goethe, où finalement le vivant est figé par la pratique du tableau vivant, qui a quelque chose de mortifère et d'inquiétant. Et là, toute la messe commence à être décrite, alors que finalement, on n'a pas la descente
des deux hommes, on ne sait pas s'ils se sont changés. Est-ce que Pécuchet y est allé avec sa robe de moine? Qu'importe. On ne les a pas qui attrapent un manteau et qui y vont, d'un coup, en fait, on est avec eux dans l'église. Et l'église ainsi décrite a le serpent ronflé, l'encens fumé, des vers suspendus dans la longueur de la nef, dessinés 3 couronnes de feu multicolores, et au bout de la perspective des 2 côtés du tabernacle, les cierges géants dressaient des flammes rouges. Et donc là, on va avoir évidemment pour la messe de Noël tout le monde, mais le tout le monde n'est pas décrit, et c'est exactement là, ça je pense qu'on en reparlera dans pas longtemps, que l'on a quelque chose du kitsch de Milan Kundera, mais d'un kitsch qui n'est pas du tout ici épinglé. Le kitsch pour Kundera, c'est 2 larmes en même temps, l'une d'émotion, on est ému en voyant quelque chose, cette émotion étant redoublée par une autre émotion qui est celle d'être ému en même temps que tout le monde. Et c'est exactement ça qui va tenir les 2 cloportes et qui va leur faire oublier l'idée suicidaire qui leur fait rejoindre déjà l'église. Et après, bien sûr, qu'ils vont aller vers la foi. Et là, évidemment, la messe de Noël, elle est superbe. On a un effet assez proche de la scène de la communion dans La Pension Tellier de Maupassant. Je pense que Maupassant a pu s'inspirer de Flaubert, je ne sais pas à quel point. C'est aussi un topos que l'émerveillement à la messe, du XIXe siècle. Là, on est dans le grand cliché attendu, espéré, du miracle de la foi, du miracle de la révélation, derrière le pilier de Notre-Dame, etc., etc. De la conversion finale, c'est vraiment le miracle espéré par l'Église, et parfois réalisé plus ou moins subtilement, par exemple, confère Talleyrand. Et si on ne sait pas, le Talleyrand raconté dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse de Renan, parce que je ne le vois pas plus que ça. Donc on a là, avec effectivement quelque chose qui va reproduire le cliché, qui en fait est aussi l'image d'Épinal. L'image sainte, la petite image sainte que l'on distribue, qui est détachée, que l'on distribue, mais qui est ici reproduite en vrai, mais qui est reproduite partout, avec l'agneau couché, les pattes sous le ventre, les oreilles toutes droites, des effets parfaitement physiques, la tiède température leur procurera un singulier bien-être, qui ont un effet moral, et ça, pour les rapports entre l'âme et le corps, je vous renvoie évidemment à la magnifique thèse de Juliette Azoulay. Et leur pensée orageuse tout à l'heure se faisait douce comme des vagues qui s'apaisent. Et on retrouve ici le lyrisme qui va accompagner, non pas la grande révélation, le grand éclair, l'épiphanie complète, mais le retour d'un bien-être, et qui va être aussi un retour dans l'Église. Et donc on les a là par les sensations. Ils écoutèrent, observaient. Et ils voient un tout. Les vieux, les jeunes, les pauvresses en guenilles, les fermières en haut bonnet, les robustes gars blonds favoris, tous priaient. Absorbés dans la même joie profonde. Donc le kitsch ils assistent à ce kitsch et ils finissent par le rejoindre. Cette foi des autres touchée Bouvard en dépit de sa raison, Pécuchet malgré la dureté de son cœur. On voit comment l'un et l'autre se séparent, la raison, le cœur. Ce qui va les caractériser, mais ce qui permet aussi d'avoir cette espèce de balancement permanent entre les personnages. Ça donne du rythme, c'est quand même plus intéressant que si on avait eu un seul, évidemment. Ça donne des histoires. Mais ça permet aussi de donner des impressions de totalité par le mouvement duel. Et donc, ils voyaient, tous voyaient, je sautais de ligne, sur la paille d'une étable rayonner comme un soleil, hop, retour. Donc des images assez lyriques, le corps de l'enfant Dieu, qui va reprendre la formule ici. Est-ce que ça veut dire que Flaubert est croyant? Non. Est-ce que ça veut dire que Flaubert s'intéresse profondément à la foi? Mais c'est une évidence. La foi, c'est une des choses qui intéresse le plus Flaubert. Qu'est-ce que fait la foi? Il y eut un silence, tous les dos se courbèrent, et au tintement d'une clochette, le petit agneau bêla. On voit comment, là encore, Flaubert nous racontait des habitudes, et d'un seul coup isole un moment incroyable par le passé simple, par le présentatif, il y eut, qui va encore animer finalement le collectif. Je vous rappelle, on n'est pas dans un tableau vivant, on est dans la vie. Et avec cette petite presque théâtralisation du vrai, le petit agneau
Mais là. Et l'agneau, bien sûr, c'est le symbole pascal. Alors, c'est-à-dire que c'est le symbole du Christ. Le petit agneau d'innocence, qui est très mignon, qui est très doux et qui est très bon à manger, mais c'est quand même pas très chic. Il ne faut pas manger les animaux. L'hostie fut montrée par le prêtre, et donc là on a le rituel religieux lui-même, avec ce moment de l'élévation. On se rappelle dans le rouge et le noir, on en parlait dans la vidéo sur le féminicide, la tentative de féminicide dans le rouge. Le moment de l'élévation, c'est le moment de la grande dramatisation, où va donc se dérouler c'est le moment le plus fort, le plus marqué en émotion, en tension dramatique. Donc, si on veut être un peu cliché, c'est là que ça doit se passer. Mais Flaubert n'est pas cliché, c'est toujours plus subtil. Donc ce n'est pas qu'une action va se dérouler au moment le plus fort, c'est que le moment le plus fort va avoir un effet sur les personnages, et donc dire quelque chose qui va faire de ce moment d'un rituel, répété, partout, au même moment, ce rituel devient quelque chose comme une action qui a un effet sur les personnages. D'abord sur l'église elle-même, puisque c'est le rituel. Alors éclata un chant d'allégresse. Et on a l'impression, se disant, qu'on n'est même plus dans le rituel, parce que les formules du rituel sont oubliées. Et on est dans la vie pure du moment d'une messe qui serait 100% vécue en oubliant que la messe, c'est une répétition. En fait, si vous avez la foi, la messe se répète, mais se répète à chaque fois comme étant unique. Et le lieu, la transsubstantiation, justement, au moment de l'élévation, etc. Et donc là, ce que fait Flaubert en isolant l'événement, en le racontant de cette manière figurative, il écarte tout ce qui pourrait être itératif, stéréotypé dans cette messe, pour en faire quelque chose d'absolument unique, et le chant d'allégresse apparaît ainsi comme une conséquence spontanée, et non pas rituelle. Et le chant, c'est un chant ici d'allégresse, et pas un cantique, ou un chant religieux. Donc il efface ce qui va être de l'ordre de la formalité. Et qui apparaît presque comme un chant de bienvenue, comme une joie qui conviait le monde au pied du roi des anges. Alors là, moi, je n'arrive pas à identifier le cantique en question, je n'ai pas assez de religion pour. Mais évidemment que c'est un cantique qui est connu, et qui est ainsi désigné par une périphrase, qui permet, là aussi, en évitant le nom bien connu, machin, etc., d'aller vers le stéréotype de la messe ritualisée, pour aller vers la vie singulière dans son action pure. Bouvard et Pécuchet, involontairement, encore le spontané, qui nous parle de la vie, sans calcul, sans raison. Et c'est cette spontanéité qui leur a manqué. Simélaire, les Grecs reprenant ici le chant d'allégresse, donc ils se retrouvent à chanter comme malgré eux. Complètement comédie musicale, ce truc. Point virgule, et, on se rappelle les références sur le et, les explications sur les qu'on avait au préalable, ils sentaient comme une aurore. On a vu les images apparaissent dans ce passage plutôt par des comparaisons, par des métaphores, ce qui est une façon d'être plus subtil et en même temps d'entretenir un genre de vague. C'est pas tout à fait ça, et ça va donner l'impression d'une plus grande subtilité et d'une plus grande douceur que de dire une aurore qui aurait été trop épiphanique. Là, on va avoir quelque chose de pas tout à fait défini et de plus agréable, et on voit cette aurore répondre aux ténèbres préalables que je vous avais soulignées. Et donc on est à nouveau dans la sensation toute pure. On n'a pas à la rigueur, la raison apparaît ici par involontairement, par sa négation. En dehors de leur libre arbitre, c'est involontaire qui va finalement écarter l'absence ou le motif pour bouger la jambe, enfin voilà, qu'on avait au début du texte que j'ai lu, se lever dans leur âme, et là on est dans une épiphanie qui est beaucoup plus douce que serait un éclair, par exemple, au niveau de la lumière, mais qui est 100% l'épiphanie religieuse, en plus dans un moment qui est particulièrement propice, avec cette virtuosité absolument flaubertienne, moi qui m'a mis les poils, comme on dit, de revivre et de faire d'une messe de Noël un moment, non pas de religion, mais de communion, dans la joie, et dans la joie d'être ensemble. Et je ne sais pas si c'est toujours une joie d'être ensemble ou auprès de ses proches, c'est clairement pas toujours le cas pour plein de monde. En tout cas, rappelons-nous au moins que Noël, c'est la période, un peu approximativement,
du solstice d'été, la nuit la plus sombre et la plus profonde, et qu'on retourne vers la lumière. Et on reparlera bientôt de 2024 et de ce qui se profile. Je vous souhaite une belle sortie d'hiver.